Vous le savez, le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Damien, Bruno S, Aziz Nairi, Thomas Bars, Marc Dubresson, Tristan Hamon et Rige. Merci à vous tous et à tous ceux qui soutiennent cette émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui résume toute l'actualité tech, internet et gadgets. On vous résume ça de manière sympathique, intéressante j'espère. On vous fait sourire une ou deux fois dans l'émission si on fait bien notre boulot. Et puis vous pouvez rester au courant de tout ce qui se passe très simplement dans l'industrie si importante de la technologie. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir, comme tous les mois, je reçois Jeff et Marion. Jeff qui nous vient en direct de la Silicon Valley. Et Jeff, de retour à Paris après Jeff et Marion de retour à Paris après la Grèce. Vous allez bien tous les deux ? La forme, ouais. Ça va super, je rentre pas de Grèce, mais c'est impeccable. Non, mais toi, il fait beau tout le temps là où t'habites, donc ça va, on peut pas se plaindre. Non, pas tous les jours, mais c'est vrai que ce week-end, c'était un super week-end d'été, donc oui, pas Écoute, se plaindre. la Finlande a eu genre 26-27 degrés aujourd'hui. On sait pas ce qui se passe, on comprend plus. Non, mais c'est le temps est fou. Alors que moi, je suis rentrée à Paris, il pleut et il fait super froid. J'ai remis un pull. Écoute, chez nous, ça va durer genre 3 jours, donc on essaye d'en profiter. Bon, écoutez, on a un programme chargé aujourd'hui. Il s'est passé plein de choses intéressantes cette dernière semaine avec les conférences pour développeurs de Google et de Microsoft. On va vous parler de Google Duplex, technologie impressionnante qui fait un petit peu débat. On a des news du côté de Waymo, on a Gmail, photos, Android P, enfin plein de choses qui se passent. On a aussi une application qui va communiquer avec votre téléphone sur Windows 10 du côté de Microsoft. Cortana et Alexa qui deviennent potes, on comprend pas ce qui se passe là non plus. Et puis plein d'autres petites choses dont on va vous parler. Mais commençons avec ce sujet qui a fait les gros titres ces derniers jours. À vrai dire, ça n'a pas fait les gros titres, mais ça aurait dû. Ça a fait les gros titres dans le domaine de la tech, mais je pense que d'autres sites devraient en parler aussi. C'est cette technologie Duplex qui a été présentée pendant la Google I.O. il y a quelques jours de ça. Et cette technologie, en fait, c'est une nouvelle évolution de l'assistant Google et une application spécifique de l'assistant Google qui, en plus d'avoir une voix améliorée, vous savez quoi ? Je vais vous faire écouter le truc. C'est en anglais, donc pour ceux qui comprennent pas, essayez juste d'écouter la qualité des voix et on va en parler après. Alors la dernière fois que j'ai fait ça, ça a pas trop bien marché, mais là ça devrait marcher. Essayons. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Alors là, il y a eu juste deux phrases. Déjà, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est le Google Assistant qui appelle un salon de coiffure pour faire une réservation. Et donc là, l'une des deux personnes qui parle, c'est pas une personne, c'est Google Assistant. On va réécouter. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Et là déjà, je remets pause parce que l'une des choses qui est absolument remarquable, c'est comme le langage a l'air naturel. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais elle dit à un moment I'm looking for something on May 3rd. Donc c'est je voudrais quelque chose le 3 mai. Et c'est cette hésitation, cette petite ajout dans le langage qui fait que c'est difficilement perceptible. À vrai dire, je pense que si on ne sait pas qu'on est en train de chercher la voix d'un ordinateur, on le comprend pas du tout que c'est un ordinateur. Continuons un petit peu. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Là encore, il y a eu la pause, elle a dit Looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
J'arrête ici. Il y a eu plusieurs exemples qui ont été donnés, mais vous avez bien compris que dans cette conversation, l'assistant Google appelle un salon de coiffure et a une conversation pour faire une réservation, une conversation hyper compliquée. C'est-à-dire que, enfin, hyper compliquée pour un ordinateur. Il dit, je voudrais réserver pour une coiffure, pour une femme. Est-ce que vous avez de la disponibilité à 1 heure ? Non, désolé, on n'a pas de disponibilité à 1 heure. Ok, est-ce que vous avez quelque chose plutôt entre 10 et 12 ? Oui, on a... Enfin, là, on l'a pas écouté, mais ils continuent. Ils disent, oui, ça dépend de ce qu'elle veut. Oh, elle veut juste une coiffure normale. Et donc, ah oui, pour une coiffure normale, on a 10 heures. Ok, super, je vous attends le 3 à 10 heures. Voilà. Et la conversation se tient entièrement. Alors, on a eu d'autres exemples, des trucs beaucoup plus compliqués où ça marchait aussi, des trucs où clairement l'assistant se plantait. Et il faut noter que c'est une démonstration qui est complètement contrôlé par Google à ce stade. On n'a pas pu essayer ça dans d'autres contextes, donc on ne sait pas si c'était un truc genre ils ont pris la fois où ça a fonctionné sur les 60 fois où ils ont essayé, mais il n'empêche que même si ça marche une fois comme ça, c'est déjà très impressionnant. Et l'idée du truc, c'est que ça permet de demander à l'assistant de Google de nous réserver un rendez-vous quelque part, que ce soit chez le médecin, dans un restaurant, chez un coiffeur. Et même si le coiffeur en question ou le magasin en question n'a pas de système de réservation en ligne auquel peut se connecter Google, eh ben, il peut même appeler naturellement comme une personne pour faire cette réservation, même si le système n'a pas été adapté aux ordinateurs. Donc c'est vraiment l'ordinateur qui s'adapte au système humain. Et c'est donc un truc qui est hyper impressionnant technologiquement. Le naturel de la voix, comme on le disait, et puis de la conversation, c'est uniquement en anglais pour le moment. Et le truc qui a été hyper intéressant, c'est que les premières réactions, le premier jour, ont été justement d'être impressionnés par la technologie. Et après, il y a eu... alors, j'ai préparé un calembour d'une grande qualité. J'espère que vous l'apprécierez. Il y a eu le deuxième effet Kiss Google. Kiss Google. Jérôme serait indigné, même par Jérôme serait indigné par ce calembour. Donc le deuxième effet Kiss Google, c'est que on a entendu quelques jours après des gens s'indigner et dire mais voilà, l'industrie de la tech ne comprend pas, c'est complètement pas éthique l'idée de ne pas savoir qu'on va parler avec un ordinateur, c'est une usurpation de votre c'est pas éthique comme comportement moi j'avoue que j'ai pas très bien compris. Enfin, quelque part oui, c'est un peu bizarre de pas savoir qu'on a parlé à un ordinateur, mais bon, je vous donne la parole pour reprendre depuis le début. D'abord, qu'est-ce que vous avez pensé de ce test, et puis dans un deuxième temps, est-ce que vous comprenez les critiques qui ont été faites de l'intention de cette technologie? Peut-être Marion, commençons, et puis Jeff, on donne la parole après. Alors oui, c'était une démo assez intéressante. Le problème, je pense, c'est qu'il manquait un petit peu le contexte, la problématique qu'ils essayaient de résoudre avec cette nouvelle fonctionnalité du Google Assistant. Qu'est-ce que ça allait bénéficier aux utilisateurs et leur recherche et leur méthodologie. Ils sont juste arrivés avec le résultat en disant cool, on a réussi à tromper les business. Alors ils l'ont pas dit comme ça, mais en fait, c'est comme ça que tu l'as perçu quand même, toi? Ah oui, la démo quand même est assez flagrante, où ils se sont un petit peu félicités et tapés dans le dos la bande de développeurs en se disant trop bien, on a réussi à tellement bien imiter la voix qu'en fait on voit pas la différence avec un humain, on est trop fort. Et du coup, oui, la démonstration est impressionnante, mais ce qui est choquant en fait, et surtout cette année, en 2018, où on a eu déjà des scandales sur ces géants de la tech qui pensent trop tard à l'éthique, c'est que là encore une fois, l'éthique n'avait pas eu sa place lors de la présentation, surtout quand on sait les inquiétudes qu'on peut avoir, que le grand public peut avoir, la presse peut avoir et la société en général peut avoir concernant l'intelligence artificielle. C'est quand même
assez étonnant et un peu décevant de la part de Google qu'ils y pensent après coup, littéralement. C'est-à-dire qu'ils sont revenus tout penauds en disant « Ah non, mais c'est encore un travail en cours, ne vous inquiétez pas, on va prendre vos retours. Et en effet, on va se présenter lorsque l'appel va débuter. On précisera que c'est l'assistant Google qui appelle de la part de son utilisateur pour faire une réservation. » Mais ça a été pensé après coup. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avoue que ça m'a pas du tout frappé cette question d'éthique parce que oui, l'assistant, cette technologie est prévue pour tromper entre guillemets la personne qu'elle appelle parce que si tu appelles en faisant la voix bonjour, je suis un robot, je voudrais prendre un rendez-vous pour mon, les gens vont raccrocher tout de suite quoi. Mais et c'est un petit peu comme quand on adapte des robots pour ouvrir des poignées par exemple qui sont prévus pour les hommes. Un robot, il pourrait rouler partout, il a pas besoin de monter les escaliers si le monde était prévu pour les robots, mais il est prévu pour les hommes. Donc, pour que les robots soient utilisables, ils doivent s'adapter au monde des hommes. Moi, c'est un petit peu comme ça que je l'ai pris, l'idée de tromper les gens qui sont à l'autre bout du fil. Et ça m'a paru comme la solution naturelle. Mais attends, demandons. Exactement, mais c'est ça qui est intéressant, juste le fait que et ils n'ont pas expliqué ça en fait. C'est-à-dire qu'en effet, quand tu as une voix robotique à l'autre bout du fil, l'humain va s'adapter et adapter son discours en fonction. Il n'aura pas une discussion naturelle et aussi aisée. Il va parler plus lentement, articuler, etc. Et justement, le but, c'est que les humains arrêtent de s'adapter aux robots, mais que les robots s'adaptent aux humains. Mais tout ça, ce discours et ce contexte, peut-être qu'ils auraient dû le dire. Ouais. Jeff, qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Est-ce que, déjà, bon, c'était effectivement impressionnant et je te laisse parler. Non, mais on se rapproche de la machine qui passe le test de Turing, ce qui est quand même assez extraordinaire, parce que bon, on n'y est pas encore, mais on s'en approche. Quand tu vois la façon dont ils ont réussi à utiliser les petits mots de placement, les 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 trucs comme ça, pour que ça rende crédible le message, c'était vraiment extraordinaire. Donc, je pense que la façon dont ils l'ont effectivement imaginé, c'est plus, et on a réussi au niveau technique en gros, avoir un ordinateur qui parle comme quelqu'un avec les mêmes expressions, les mêmes intonations, et c'était plus une prouesse technique, et immédiatement tout le monde leur dit attention, vous allez tromper les gens, donc je comprends le problème, je pense qu'ils savaient absolument pas imaginer ça. C'est vrai que ça va poser des problèmes d'éthique. Comment est-ce que comment tu introduis le concept et surtout, comment tu fais en sorte que les gens comprennent. Parce que si je t'appelle et que je te dis « je suis l'assistant Google », tu vas comprendre. Mais si tu appelles quelqu'un dans le monde du retail, c'est pas évident qu'ils comprennent. Donc je sais même pas comment tu peux efficacement dire « attention, je suis une machine, mais tu parles comme un humain ». Ouais, je pense que ça va être ça. Ça va juste être oui, bonjour, je suis l'assistant Google, j'appelle pour et puis peut-être dire le prénom ou presser 1 pour accepter de parler à un ordinateur. C'est ça le problème, c'est que là tout le monde va raccrocher tout de suite. Et à vrai dire, c'est aussi l'un des problèmes parce que bon, Google est premier sur la technologie là, comme c'est souvent le cas, mais les autres vont y arriver aussi. Et là, c'est d'ici 4 ans, tous les assistants de la Terre parlent aussi bien que l'assistant Google. On peut tout à fait imaginer, par exemple, et c'est pour ça que l'outrage me paraît un petit peu futile, même si oui, c'est important de le noter, de mettre l'éthique au centre de la réflexion aussi, mais ils sont pas les seuls à arriver à cette conclusion, enfin à cette technologie, et on va pouvoir la voir utilisée pour des usages hyper intéressants et positifs, comme des questions d'accessibilité. Il y a des gens qui ont évoqué le fait de réserver dans un pays dont on ne maîtrise pas la langue, par exemple. Ma femme a dit moi je veux bien que l'assistant Google pour réserver chez le coiffeur, moi je m'en fous parce que je veux parler à mon coiffeur et avoir le truc spécifique que je veux. Mais par contre, s'il faut appeler un service de réclamation et il peut me faire toute la navigation de l'arbre de problèmes et puis ensuite attendre que la vraie personne décroche et me dise à ce moment « Ouais, c'est bon, ils sont là, tu peux commencer à parler », ça serait pratique. Mais les aspects négatifs, imaginez les call centers avec les trucs comme ça, le télémarketing, enfin ça va être infernal. Ça va être la boucherie.
Ouais, c'est sûr. Mais je vous encourage à aller écouter les appels. Ils ont fait ils ont mis tous les détails de leur technologie sur leur page ai.googleblog.com et c'est très 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 impressionnant. Là, je vous le fais pas écouter plus longtemps parce que c'est en anglais. Il y a des gens qui ne parlent pas anglais parmi les auditeurs, donc je veux pas trop vous faire perdre de temps. Mais vraiment, c'est hyper hyper impressionnant, quoi. Au niveau de l'assistant, il y a plein d'autres annonces. À vrai dire, il y a eu plein d'annonces dans tous les sens. Mais l'une des autres annonces, c'est que John Legend va avoir sa voix disponible dans le Google Assistant plus tard cette année. La technologie duplex va arriver aussi plus tard cette année, mais ils ont digitalisé la voix de John Legend. Il va pouvoir vous dire quand vous êtes, s'il faut partir maintenant pour pas être en retard à votre prochain rendez-vous. Ça va être la voix de John Legend pour Google Assistant. C'est amusant comme concept, quoi. L'idée d'avoir, par exemple, je sais pas, des voix de célébrités ou moi, je me souviens quand j'étais au Japon, il y avait des GPS qui avaient des voix, qui vous donnaient des indications en vous insultant. C'était assez drôle comme concept. Le jour où ils arrivent à décrocher Scarlett Johansson, ils auront gagné le gros lot. Hein. Ouais, c'est exactement. Ouais, c'est Her version vraie. Moi, je me dis bon. Si il me paye assez, je veux bien le faire. Vous pourrez avoir Patrick assistante dans la votre... voix de Patrick. La voix suave de Patrick Béja. Ouais, c'est genre... Et je suis Patrick. Oui. Jeff, il faut que tu partes maintenant pour ne pas être en retard à ton prochain rendez-vous. Le chemin est un petit peu embouteillé et n'oublie pas de prendre du vin pour ton dîner ce soir. Bon, la suite. Je le vends en exclusif. Écoute, je pense que si tous tes partenaires de ta firme d'investissement vous mettez ensemble et vous êtes d'accord pour mettre la somme qu'il faut, je veux bien peut-être, j'y réfléchirai, vous donner les droits exclusifs de l'assistant Patrick pour Uncork Capital. On verra. Awesome. Waymo, qui n'est pas en fait une société Google, mais qui est une société Alphabet, qui est donc la société mère de Google, était quand même présente pour annoncer plusieurs choses, mais surtout le fait qu'ils vont lancer un service de voitures de VTC en fait. À Phoenix, donc dans la ville de Phoenix, cette année, mais c'est pas la première fois qu'il y a un service de VTC autonome qui se lance quelque part dans le monde, mais là, on n'est pas sur une zone résidentielle fermée, on n'est pas sur une propriété privée, on est sur la ville de Phoenix elle-même. Alors, la ville de Phoenix, c'est pas la ville la plus compliquée à naviguer du monde, hein, c'est beaucoup de perpendiculaires entre les routes, mais il n'empêche, c'est à ma connaissance, je crois, la première fois qu'il y aura un service de voitures autonomes lancé dans une ville, et ça sera des voitures autonomes, ça marchera avec une app, c'est vraiment Uber avec des voitures autonomes. Ils vont l'étendre à plusieurs autres villes à terme, mais déjà cette année, ça devrait être lancé. J'avoue que je pensais pas qu'on y arrive. Alors, on ne sait pas s'il y aura un conducteur dans la voiture quand même pour s'assurer que au moins dans les premiers temps, mais les voitures seront autonomes et vous pourrez les appeler avec votre app. A priori, il n'y aura pas d'humain justement qui sera assis derrière le ils l'ont confirmé, j'ai peut-être pas vu ça. À la fin de l'article, la dernière phrase, without a human sitting in the driver's seat. Donc c'est bien, effectivement, tu as raison. Faudrait que je lise les articles jusqu'au bout, en fait, ça aiderait peut-être. C'est ça qui est impressionnant, c'est-à-dire, est-ce que on a déjà vu des tests, mais là, c'est vraiment grand public, c'est-à-dire que ce ne sera pas des personnes excitées par la tech qui vont vouloir tester ces véhicules autonomes, ça sera monsieur, madame, tout le monde qui vont potentiellement tomber sur un véhicule autonome, à voir leur réaction un petit peu s'ils sont prêts à monter dans le véhicule autonome. Bon, je pense que si tu utilises l'app en question, tu sais que c'est des véhicules autonomes. À mon avis, ils vont prévenir, mais ça sera intéressant de voir ça. Ouais, mais du coup, ça va vraiment marcher. Enfin, moi, je pensais pas qu'on verrait en 2018 un service lancé en vrai dans une vraie ville. Moi non plus, je suis assez étonné. Ouais. Surtout avec les incidents que l'on a vus avec, de la mort de quelqu'un à cause d'une voiture de chez Uber. Il y en a une autre cette semaine, non ? Je crois que j'ai vu ça, il y en a une autre, mais on ne sait pas si l'autopilote était en marche. Mais enfin bref, oui, c'est clairement un sujet problématique en ce moment. C'était une Tesla, c'était pas un Uber, non ? Ah non, pardon, oui, c'était une Tesla, t'as raison. Ouais. Non, il y a eu un Uber et il y a eu
une voiture Uber qui a écrasé quelqu'un et il y a eu 2 voitures Tesla qui se sont mangées une séparation d'autoroute et je sais plus quoi Et là, l'autre. c'était un camion de pompiers en fait. Ouais. Et donc effectivement, cette notion de on lance un truc autonome où en gros tu peux rien faire si jamais tu vas dans le mur. Moi, je suis aventurier, mais j'irai pas le faire. Hein. Disons qu'il continue à avancer effectivement contre vents et marées. Évidemment, c'est avec l'accord de la ville de Phoenix, mais et ça, c'est rapide. Bah oui, mais si la technologie fonctionne, moi, disons que je suis content que ça se passe. J'espère que ça se passera bien et que ça pourra effectivement lever les peurs. C'est sûr qu'au premier incident relativement grave, ça va tout de suite faire une nouvelle levée de bouclier, j'imagine, parce que la première fois, la deuxième fois, ça peut passer, la troisième fois, à la limite. Quand ça commence à être tous les mois qu'il y a une voiture autonome qui s'écrase, ça peut commencer à poser des problèmes, même si... oui, on verra. Il y a deux choses. Il y a 2 choses. Même si, in fine, malheureusement, il y a des gens qui meurent. Dans le cadre de la Tesla, c'est pas vraiment une voiture autonome, c'est un autopilote. Et donc, c'est pas encore super clair quelles sont les fonctionnalités de cet autopilote, là où il fonctionne pas, là où il se désengage de façon surprenante, ce qui m'arrive, moi, des fois, dans ma voiture, et c'est du genre « Oh, la voiture a conduit plus, oups !» oui, et donc, il faut vraiment faire attention. Ça t'arrive, c'est vraiment, il faut faire attention tout le temps pour le cas où ça... Tu fais toujours attention. C'est-à-dire que, en gros, tu assistes la voiture plutôt que la voiture t'assiste. Et c'est super confortable sur l'autoroute, etc. Mais il faut vraiment que tu gardes la main sur le volant parce qu'il faut que d'un seul coup, si jamais, pour une raison ou pour une autre, la trajectoire n'est pas la bonne et que tu te rapproches trop du bord, etc., il faut que tu interviennes immédiatement, quoi. Donc, il faut faire attention. Donc, il y a ça, c'est la notion d'autopilote. Il y a après la voiture vraiment autonome. Et c'est vrai qu'à ce jour, j'ai pas entendu parler d'accident grave de chez Waymo. On a juste entendu donc l'histoire de chez Uber. Mais le truc, c'est que c'est toujours les conditions extrêmes. Ce qu'ils disent par rapport à Uber, c'est qu'en fait, la dame qui s'est fait écraser avait été détectée par le système d'intelligence artificielle, mais que pour une raison qu'ils sont en train d'essayer de déterminer, en gros, ils n'avaient pas fait la différence entre une dame sur un vélo ou poussant son vélo et un sac en plastique. Parce qu'en fait, le problème, c'est que quand ils détectent des objets qui n'ont pas véritablement de masse, en gros, tu fais pas attention. Et des fois, si tu mets un sac en plastique qui vole devant une voiture, la voiture va s'arrêter pour ne pas rentrer dans le sac en plastique. D'accord ? Alors qu'il n'y a pas de problème à rentrer dans un sac en plastique. Et malheureusement, quand tu regardes en fait le seuil de sensibilité du système, il est possible qu'ils aient baissé le seuil de sensibilité beaucoup trop, ce qui fait que ils ont détecté la dame, son vélo, ses sacs, etc. et boum. Donc c'est super compliqué. C'est toujours le problème de cas extrêmes. Extrême, ouais, c'est sûr. Donc la morale, c'est de ne pas porter de sac en plastique. Je sais pas si c'est pas porté en plastique, mais tu te retrouves pas dans un cas extrême, parce que c'est là où ça va forcément planter. Et malheureusement, plus tu fais de kilomètres, et plus tu vas augmenter la probabilité que ça va se passer. Donc, à la fin de la journée, les gus de Waymo, ils sont responsables. Ils lancent pas ça s'ils n'ont pas le sens que c'est sûr pour leurs clients. Mais ouais. Voilà. À voir. En tout cas, effectivement, cette année, il devrait être lancé ce service et je pense que tout le monde va suivre ça de très près. Il y avait également pour Gmail, pour photo, c'est marrant, il y a une poussée de l'intelligence artificielle dans ces services. Comme Gmail, comme photo, etc. Par exemple, dans Gmail, maintenant, il va y avoir des suggestions, non pas de mots, comme on peut le voir sur les claviers de téléphone portable depuis longtemps, mais de phrases entières. Genre, il va essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire en fonction du contexte et ce à quoi vous répondez, et vous suggérez non pas le mot qui vient, mais la fin de la phrase. Alors, c'est des phrases relativement simples, mais ça peut effectivement, genre, on commence à taper, et puis... on voit la suggestion de phrase, on fait tab, enter, et puis ça nous fait toute la fin de la phrase. Genre, est-ce qu'on peut, et il suggère, se retrouver à 3h jeudi,
Je dis ça au hasard, mais c'est ce genre de truc. Dans les photos, pareil, il repère ce qu'il y a dans les photos. Il va vous suggérer à qui vous pourriez envoyer cette collection de photos que vous venez de prendre, ou suggérer des corrections à une photo, ou repérer directement un document et vous suggérer le fait de le transformer en PDF. Plein de choses comme ça. Il y a plein d'autres exemples qu'on pourrait donner, mais c'est vraiment l'intégration, pour le coup, de l'intelligence artificielle relativement poussée dans tous les outils déjà existants de Google. Et il y a un autre truc que je voulais noter aussi, il y a des modifications pour Google Maps, des améliorations un gros changement pour Google News, qui va essayer de faire, de soutenir, de vous donner un moyen simple de vous abonner aux titres de presse que vous appréciez, par exemple, au-delà de la refonte de l'application entière. Mais il y a un effort qui semble assez, qui semble couvrir toute la société. C'est cette idée, c'est la société Google et tous les services qu'ils proposent. C'est cette idée de digital well-being, de santé numérique, dans le sens que ils essayent de vous donner les outils pour utiliser moins vos appareils, et notamment dans le cas d'Android. Bon, il y a plein de choses qui changent avec la nouvelle version d'Android, Android P, mais l'un des trucs qui change, c'est donc ce dashboard, ce tableau de bord qui va vous donner plein d'informations sur ce que vous avez fait avec votre téléphone, le nombre de fois que vous l'avez débloqué chaque jour, le nombre de lancements d'app, etc., qui va vous donner des sortes de contrôles parentaux pour vous-même, pour pouvoir vous restreindre. Par exemple, vous pouvez faire un timer, une limite de temps après laquelle les applications vont passer au noir et blanc, pour vous dire il serait peut-être temps d'arrêter. C'est pas que ça vous l'arrête complètement, mais ça vous passe au noir et blanc pour vous pousser à ne plus l'utiliser, etc. La possibilité je crois que ça l'arrête complètement. Hein, à Patrick, terme, oui. Faut que tu ailles dans les réglages, désactiver ça pour pouvoir ensuite réouvrir l'application. Oui, mais disons qu'au début, ça la passe au noir et blanc pendant quelques minutes pour te dire, avant de la couper complètement. Mais il y a aussi effectivement l'histoire de contrôle, parental, de contrôle de timing, où on peut couper complètement l'utilisation d'une application, etc., etc. Ça vous parle, ça, ou c'est des trucs, c'est un peu vain de toute façon parce que il faut regarder Snapchat? Pour ma part, je trouve ça un peu infantilisant. Comme tu dis, c'est contrôle parental pour toi-même. J'ai plus trop besoin de ça, personnellement, et je trouve ça un peu, infantilisant. J'aime beaucoup plus leur approche, par exemple, sur la catégorisation des applications travail et personnel. Ça, je trouve ça vraiment intéressant pour aider justement à dissocier ta vie privée de ton travail au quotidien, et pouvoir mettre des règles différentes, par exemple, pour ces apps. Ça, je trouve ça très intéressant. D'accord. L'idée des analytics, en fait, pour ton téléphone. Bon, on n'est pas forcément utilisateur d'Android, toi et moi, Jeff, mais est-ce que ça te ferait peur de voir le nombre de fois que tu as lancé telle ou telle app, ou le nombre de fois que tu as débloqué ton téléphone dans la journée, ou tu veux pas savoir, ou ça t'intéresse? Ouais, c'est comme quand tu regardes combien de temps t'as passé sur ton main dans World of Warcraft. Ouais, c'est un peu ça. Donc, le fameux /blade. Exactement. Non, je pense que c'est intéressant. Tu fais ça par défaut pour voir sur ton iPhone qu'est-ce qui consomme ta batterie. Oui. Et donc, c'est là où tu t'en rends compte. Ouais, je pense que, pour moi, je suis toujours accro d'analytics, donc ça m'intéresse d'avoir des infos, mais de là à t'empêcher de faire des trucs et des machins, non, franchement non. Et c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas allumé mon Samsung S6. Il faudrait que je le fasse pour voir ce qui est arrivé à Android. Mais non, je te dis, mis à part la partie consommation de batterie, quand je vois quelque chose qui est anormal, je sais que de toute façon c'est le mail, c'est Facebook, c'est texte, et puis voilà, quoi. Ouais, mais le fait de savoir que tu as débloqué ton téléphone 300 fois dans la journée, peut-être que ça te ferait réfléchir, non? Non. D'accord. Non, parce que j'utilise mon téléphone, c'est mon ordinateur principal. Je pense que ce que j'aimerais savoir, en fait, c'est est-ce que je passe plus de temps sur mon ordinateur que sur mon téléphone? Je pense que je passe encore plus de temps sur mon ordinateur. Mais c'est vrai que si je pouvais avoir une stat comparée, ça m'intéresserait. Mais la question, Jeff, c'est plutôt est-ce que tu passes plus de temps sur ton téléphone que dans la vraie vie? C'est ça la question.
Non. Bon, ok, je sens Mais que je mon vais pas téléphone, avoir. c'est la beaucoup vraie vie. C'est, C'est ça. je vis dans une réalité augmentée. Oui, permanente. Bon, on va passer à Microsoft. Ça va être un petit peu plus court sur Microsoft quand même, mais avant ça, je voudrais juste mentionner le fait que Google News a été refondu ou va être refondu très bientôt. Google Maps est aussi refondu. Et il y a une nouvelle section For You qui, là encore, avec l'intelligence artificielle, va vous suggérer des nouveaux endroits qui sont dans les environs. Alors, si vous êtes en train de faire du tourisme, ça peut être utile pour découvrir des endroits, mais même à côté de chez vous, un nouveau truc qui a ouvert, on peut imaginer qu'il y aura des petites pubs qui apparaîtront au-dessus des autres, mais ça peut suggérer des endroits qui peuvent vous plaire, alors que vous ne seriez pas forcément allé les chercher par vous-même. C'est une idée intéressante, il y a plein d'autres choses qui se passent, enfin, des directions qui s'affichent sur votre caméra en réalité augmentée, justement, il y a plein de choses. C'était une conférence assez pleine, assez touffue, et comme Microsoft, on peut peut-être faire le lien de cette manière, à la fois Google et Microsoft ont mis un gros paquet sur justement la responsabilité, la sécurité, l'accessibilité, genre vraiment nous on est gentils, on pense à faire du bien dans le monde, et c'est marrant de voir qu'ils ont tous les deux insisté sur notamment la responsabilité, vu les critiques qui ont été faites de la technologie duplex, mais bon, on a l'impression que à la fois chez eux et chez Microsoft, il y avait une directive qui était bon, il faut qu'on montre qu'on est des gens responsables maintenant. Je ne sais pas si ça a fonctionné, mais c'était clairement un message qu'ils ont essayé de faire passer. Je pense que, enfin, d'après toi, Marion, ça a pas l'air d'être trop passé vu cette histoire de duplex, mais. Non, pour moi, ils ont très mal communiqué, en effet. Après, Microsoft, pour le coup, c'est plus, pour moi, c'est plus, comment dire, ils ont un peu mieux réussi leur coup. Ils ont mieux réussi, puis surtout, c'est pas né d'aujourd'hui. Tu vois leur intérêt sur l'accessibilité, etc. Quand on connaît un peu Microsoft, voilà, on a beau les critiquer, ils travaillent quand même, et ils ont travaillé sur le sujet depuis pas mal de temps. Bah écoute, justement, parlons un petit peu de Microsoft. C'est vrai qu'il y avait des choses intéressantes qui se faisaient au niveau de l'accessibilité. Mais parlons de cette application Your Phone pour Windows 10 qui va en fait se connecter à votre téléphone, qu'il soit Android ou iPhone. Alors on imagine qu'il sera beaucoup plus capable sur un téléphone Android. Il va vous permettre de répondre à des messages, notamment sur votre téléphone, enfin directement depuis votre ordinateur. Visiblement, il semble dire que ça fonctionne à la fois sur Android et sur iOS, ce que j'ai du mal à croire parce que iOS est tellement fermé, je ne sais pas très bien par quelle API il pourrait passer pour répondre aux messages sur un autre appareil, mais peut-être, pourquoi pas, surtout qu'ils disent que ça va passer par Edge, le navigateur de Microsoft, donc je sais pas. Mais le fait de pouvoir avoir sur notre ordinateur Windows une connexion au téléphone pour répondre aux messages, pour voir les documents qui sont dans telle ou telle application, c'est une perspective assez intéressante. Moi, c'est un truc qui m'a pas mal plu. Je sais pas, ça a pas l'air de vous faire vibrer non plus cette histoire. J'arrive pas à me loguer sur mon ordinateur Windows 10 parce que le système de login s'est planté. Donc si tu veux, j'aimerais déjà bien fixer ça d'abord. Il fallait un petit troll sur Microsoft. Ça sent le troll, ouais. Non, c'est rigolo parce que j'étais à Seattle la semaine dernière pour une réunion entre le VC et le senior management de Microsoft et j'étais vraiment super impressionné par leur direction. Bon, c'est au niveau cloud, etc. Donc ce qu'ils font pour être en compétition avec Amazon et avec Google. Donc c'est pas super intéressant pour notre audience, mais en tout cas j'étais super impressionné. Je rentre à la maison, je vais sur Windows 10 et paf, le login ne marche pas. Il faut que je reset le truc, que j'aille dans Regedit. Je me dis putain. Oula. Ouais, mais effectivement, tu sais, c'est marrant parce que c'est effectivement ce qu'on a ressenti de cette conférence qui était un petit peu chiante pour le grand public, il faut bien l'avouer, mais qui a montré leur intention en fait de devenir de devenir l'intermédiaire de la technologie dans tous ces domaines. C'est-à-dire que pour eux, ils essayent de fournir des services qui permettent à tous les développeurs du monde de travailler sur leurs projets, sur leurs services, leurs applications, leur matériel,
et que Microsoft ait une solution pour eux. Et ils ont des solutions assez complexes pour des tonnes de problèmes, que ça soit du machine learning, du stockage, du edge computing. Enfin, ils ont plein de solutions, mais c'est juste qu'effectivement, c'est pas hyper sexy pour les consommateurs finaux que nous sommes. Mais ça, c'était vraiment quelque chose qu'on sentait dans la conférence. Ils ont à peine parlé de Windows, même si ça reste un truc important pour eux. Ils l'ont pas énormément évoqué. Donc, c'est vrai que c'était pas la conférence la plus sexy qui soit, quoi. Ah, ils ont pas pipé. Pro. Dans le truc où j'étais, qui était pas au public, ils ont pas pipé un mot sur Windows, mais littéralement, ils n'ont pas prononcé le mot Windows. Ouais, littéralement. C'était assez rare qu'ils en parlent effectivement dans la keynote. Ils ont aussi annoncé un partenariat avec Amazon, justement, puisqu'on parle d'eux, pour faire une intégration de Alexa dans Cortana et vice-versa. C'est-à-dire que quand on parle à un appareil Alexa, un Amazon Echo ou ce genre de choses, on peut dire Alexa, ouvre Cortana, et à ce moment, on bascule sur l'interface de Cortana et on peut lui faire des tâches qu'on a dans l'univers Microsoft. Alors, a priori, pour le boulot, c'est généralement pour ça qu'on utilise les outils Microsoft, souvent. Et puis, quand on a fini, donc c'est un petit peu inclus dans une sorte de capsule audio. Une fois qu'on a fini, on lui dit « Ok, merci Cortana, tu peux te refermer » et on repasse sur Alexa. Et vice-versa, c'est-à-dire que dans Windows, par exemple, quand on utilise Cortana, on peut lui dire « Lance Alexa », Cortana s'efface, Alexa arrive et on donne nos instructions à Alexa. Et puis, quand on a fini, Alexa, entre guillemets, disparaît, Cortana revient. Et donc, il y a c'est pas une interopérabilité des assistants, c'est juste qu'il y a un assistant dans l'autre et vice-versa. C'est une approche hyper intéressante. Au départ, j'étais hyper sceptique, mais quand j'ai entendu les démos, je me dis, finalement, pourquoi pas ? C'est vrai que c'est un petit peu, on a l'impression qu'on demande à la personne à laquelle on parle au téléphone de nous passer quelqu'un qui est chez elle, genre maman, passe-moi papa, j'ai 2 trucs à lui dire, ok, on parle à papa, et puis il repasse le téléphone à maman et on continue à parler avec maman. C'est une idée originale pour l'interaction entre ces assistants. Je suis curieux de savoir si vous pensez que ça pourrait être utile ou que c'est la bonne formule ou que ça va rester quand même relativement anecdotique. Pour ma part, je trouve que ça sous-entend que l'utilisateur doit comprendre quel type de tâche il peut demander à quel assistant. Je trouve ça très compliqué. C'est vrai ? Pas vous ? En fait, Amazon, Cortana, c'est généralement pour les trucs Microsoft et on sait ce qu'on a. Je pense aux gens qui ont un écosystème Microsoft au boulot et les gens et ils sont très nombreux parce qu'on a souvent tendance à sous-estimer la qualité des systèmes d'entreprise de Microsoft. Et oui, quand on est une petite startup cool, on peut utiliser Google Apps et ça marche bien. Mais généralement, quand on a une grosse force de travail à coordonner, on a besoin de Active Directory et de toutes les apps machin. Et donc, dans ce contexte, l'assistant de Microsoft, donc Cortana, va être utile pour ces trucs-là. Genre, on a besoin de savoir quand on a un rendez-vous ou une réunion pour tel ou tel truc, ou besoin d'envoyer un document à telle personne. Et en fait, c'est compartimentalisé. Et pareil avec Amazon. Amazon, on l'utilise pour certains trucs, même si Alexa peut faire plein de choses. Mais c'est vraiment compartimenté, j'ai l'impression. Et c'est comme ça que ça fonctionne, parce que c'est déjà compartimenté dans notre esprit. Donc, ça peut fonctionner dans les assistants aussi. Je sais pas si je t'ai convaincu. À voir. Peut-être, j'ai pas vu la démo, donc je la regarderai après l'émission. Mais c'est vrai que je m'interroge en effet sur la capacité des personnes à faire appel au bon assistant au bon moment. Je suis d'accord avec Marion. Non, je suis d'accord avec Marion. C'est si jamais tu dois commencer à réfléchir à une certaine compartimentalisation, ça veut dire que le système ne marche pas. Justement, l'objectif de tous ces assistants, c'est de te rendre la vie facile, où tu dis tiens, fais ça, et après ils se débrouillent. Et si jamais il faut commencer à router, ça veut dire que la techno elle est pas encore là. Moi je suis et ça va arriver, Je veux dire, faut pas
ça prend un peu de temps parce qu'aujourd'hui, tu vois les lexiques qui sont encore relativement réduits, tu dois toujours utiliser les mots d'activation, etc., etc. Et tout ça, ça va évoluer. Moi, je crois que c'est plus que ça. Le problème, c'est que l'assistant d'Amazon n'a pas accès à tes données, aux données auxquelles l'assistant de Microsoft a accès. Microsoft a accès à ton calendrier, enfin pro ou je sais pas quoi, à tes contacts, etc. Et tu veux pas forcément, mais tu veux pas forcément donner à Amazon aussi l'accès à ces données-là. Donc c'est comme, tu vois, utiliser ton téléphone ou ton ordinateur. Tu sais instinctivement, je veux faire tel truc, je vais le faire sur mon téléphone, ou tel machin, c'est plus facile sur l'ordinateur, donc je vais le faire comme ça. Et donc, c'est la même chose pour les assistants. Tu dis, je dois faire un truc pour le boulot. Alexa, lance-moi Cortana. Bonjour Patrick, je suis Cortana, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? C'est beaucoup plus... Justement, je l'utilise pas du tout comme ça, justement. Je mélange à la fois ma vie personnelle et ma vie professionnelle sur mon smartphone et ma tablette. Je choisis pas de travailler sur mon ordi pour juste ma vie professionnelle ou juste sur mon smartphone pour ma vie personnelle. Tu vois, je change pas d'outil. Je dis pas de vie personnelle ou professionnelle. Ma comparaison ne portait pas sur cette distinction. Ma comparaison portait sur le fait que on sait instinctivement si on a besoin de faire telle ou telle tâche qui fonctionne mieux sur le téléphone, on va prendre le téléphone. On n'a pas besoin de se dire cette tâche, où est-ce que je peux mieux la faire ? Est-ce que c'est sur l'ordinateur ou le téléphone ? Bon, j'ai l'impression que je vous convainc vraiment pas. C'est une question de modalité. Patrick, tu vas perdre. Je suis d'accord. Non, c'est une question de modalité. Donc, est-ce que tu es sur ton téléphone ? Est-ce que tu vas faire la tâche ? Parce que si tu as les deux cités sur ton ordinateur, sauf si tu as des trucs qui sont super faciles d'accès sur ton téléphone, l'ordinateur, ça peut aller plus vite, etc. etc. Je pense que le point que tu disais, c'est mais tu vas pas donner à Amazon accès à tes données de boulot, par exemple. Et je dis pourquoi pas ? Parce que si il y a dans Alexa des fonctionnalités qui m'intéressent, ça me gênera pas de donner accès à Amazon, à mon email professionnel et à mes contacts, de la même façon que Google a accès à tout, puisque j'ai toute ma vie sur Google, et je donnerai l'accès à l'assistant Google aux données que de toute façon Google a dans ses systèmes. Pourquoi ? De manière à pouvoir travailler dans un contexte qui fait que l'assistant peut m'être utile. Et si jamais tu dois te dire, attends, est-ce que c'est Cortana, est-ce que c'est Alexa, est-ce que c'est truc, est-ce que c'est bidule, tu vois, c'est l'objectif de ces interfaces, c'est d'être super rapide et facile d'accès. Et pour moi, ça complique un peu, oui. Ce n'est qu'une question de tu vois, aujourd'hui, c'est de l'interopérabilité, mais à un moment ou à un autre, ça fonctionnera. Ouais, moi je pense que que c'est un... Vous imaginez un obstacle plus grand qu'il ne l'est. C'est comme... je vais arrêter de donner des exemples débiles. J'allais dire, c'est comme si on a deux amis, on sait quel ami est qui et à qui parler de quoi. On n'a pas... Mais bon, peut-être que vous avez raison. Je sais pas. Venez... Mais parce que t'es super bon et super intelligent et que t'es capable de passer d'une question. Et pour l'abruti moyen, non. Mais c'est pas une question d'être abruti, c'est est-ce que tu as envie de perdre du temps à te poser la question à qui tu dois t'adresser ? Non, tu t'adresses à un assistant. Après, à savoir lequel exécute la tâche, tu t'en fous. Ouais, moi j'ai juste l'impression que c'est pas vraiment une perte de temps parce que ça va tellement vite, c'est juste lance machin, ok c'est bon, voilà. Mais bon, on verra, peut-être que le futur vous donnera raison. À vrai dire, il est plus probable que le futur vous donne raison parce que généralement... J'ai été dans le futur dans 2 ans et j'avais raison. Et t'avais d'accord, ok. Merde, Davned, je pensais que j'avais une chance. Bon, très bien. Et c'est ça, c'est vicieux, on expérimente la techno, qu'est-ce que tu veux. C'est ça. Bon, autres annonces, il y a... en fait, une sorte de software à ce service pour HoloLens. Vous savez, HoloLens, le casque autonome de réalité augmentée qui a du mal un petit peu à aller quelque part. Et ils vont en fait développer une sorte de service qui va faire en sorte qu'on pourra développer très facilement des applications dédiées à HoloLens. C'est très orienté professionnel et même industriel. C'est un petit peu ce qu'on imaginait, mais ils continuent à le développer, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, il y a la renaissance du projet Kinect. Ils font Kinect pour Azure. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est le projet Kinect, donc les capteurs très développés de Kinect qui vont être utilisables avec la plateforme cloud Azure, c'est-à-dire que vous allez pouvoir acheter ces capteurs, les mettre dans la machine que vous voulez, vous connecter au cloud de Microsoft
Microsoft, et l'intelligence artificielle d'Azure pourra traiter facilement les données qui viennent de votre capteur, de votre série de capteurs Kinect, et vous pourrez construire des produits autour de ça. Là encore, c'est Microsoft qui se dit on va essayer de construire un écosystème qui soit un intermédiaire entre les utilisateurs finaux et les professionnels qui vont concevoir leurs produits et leurs services. Et du coup, ça peut être quelque chose qui peut être utile pour les gens qui veulent, en fait, ça, j'ai l'impression que Microsoft s'axe dans une direction qui est on va faire en sorte que les gens n'aient pas besoin de réinventer la roue à chaque fois qu'ils veulent concevoir un truc qui a à voir avec le cloud, l'intelligence artificielle, etc. Ils viennent nous voir, on a des solutions aux 3/4 faites et ils n'ont plus qu'à adapter pour ce qu'ils veulent construire. Et c'est une sorte de middleware qui peut effectivement leur permettre de gagner en importance dans ces domaines, quoi. Ouais. Bon. Bah c'est quand tu vois en fait la complexité qu'il y a à interfacer ton logiciel avec des procédures d'IA, avec la partie computer vision, donc computer vision, et puis tout ce qui est gesture, donc ces machins-là. Le fait qu'il te donne un ensemble de librairies qui encapsulent toute la complexité pour que pour toi ça devienne super simple, ça a énormément de sens. Ben c'est sûr, on est vraiment dans le contexte où l'intelligence artificielle nécessite des quantités de données et de puissance de calcul immenses. Alors il y a quelques sociétés qui y arrivent et qui établissent déjà les modèles, et à partir de là on n'a pas forcément besoin de réétablir les modèles depuis zéro à chaque fois qu'on veut faire un truc avec de l'intelligence artificielle ou du machine learning. Donc oui, c'est clairement quelque chose qui peut avoir son potentiel au fur et à mesure que ces technologies d'IA et de machine learning se répandent et se développent, et que les usages qu'on imagine se multiplient. Mm-hmm. Bon, bah écoutez, on va passer à la suite de l'émission. C'était une grosse partie sur Google et Microsoft, mais maintenant c'est le moment de faire une petite pause pour vous parler encore une fois de Patreon et du moyen de financer cette émission. Vous le savez, le Rendez-vous Tech est financé par ses auditeurs uniquement. Il n'y a pas de publicité dans l'émission. Bon, à part, je ne sais pas si on peut appeler ce que je fais maintenant, c'est-à-dire vous parler du financement de l'émission, publicité. Finalement, enfin, oui, je vends un petit peu ma soupe, mais c'est pas, c'est pas une personne tierce qui va essayer de vous vendre quelque chose que vous n'avez pas demandé. Enfin, je sais pas. Bref, on va dire qu'il n'y a pas vraiment de publicité, mais c'est grâce à vous, parce que comme il n'y a pas c'est du mécénat. C'est du mécénat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est grâce à vous que l'émission peut exister. Aujourd'hui, je voudrais remercier tout particulièrement Colire, Pierre-Hugo Desmarais, Julien Rousseau, GG tout en majuscule, Guillaume Brun, Evangelos Sidiras et Jean-Michel Gaillard. Merci à vous tous. Si vous voulez faire comme eux, vous dites que l'émission vous plaît bien, vous fait passer un bon moment, et vous allez sur patreon.com/rdvtech, vous regardez ça, vous voyez combien vous voulez donner par épisode, vous choisissez combien d'épisodes vous soutenez par mois, et puis après, roule ma poule, vous devenez un patriote du Rendez-vous Tech, et vous pouvez avoir l'immense fierté de vous dire cette émission, elle existe aussi grâce à moi, et merci beaucoup à tous ceux qui choisissent de le faire. Bon, passons un petit peu sur nos news et nos rumeurs. Juste pour le cas où Jeff va devoir nous quitter, je pense qu'on a encore un petit peu de temps, mais juste au cas où, Slack a annoncé le nombre d'utilisateurs qu'ils ont. Et on a souvent parlé dans cette émission et dans la tech du succès incroyable de Slack, que toutes les sociétés du monde se mettaient à utiliser pour leur communication interne. Pour ceux qui ne le savent pas, Slack est un outil de chat, en fait, que énormément de sociétés se sont mises à copier tellement il avait du succès. Eh bien, ils ont annoncé leur nombre d'utilisateurs quotidiens. Donc, quotidien, c'est quand même les plus fidèles, mais il n'empêche. Ils ont annoncé qu'ils avaient 8 millions d'utilisateurs quotidiens, dont 3 millions qui étaient des utilisateurs payants. Ils avaient annoncé 6 millions d'utilisateurs quotidiens en septembre dernier, donc il y a un peu plus de 6 mois, c'est 6-9 mois. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que 8 millions dans le monde des réseaux sociaux à 2 milliards, ou même Twitter, qui est considéré comme
un réseau qui a du mal à grossir. Ils sont quand même à 300 millions d'utilisateurs mensuels. Bon, alors c'est mensuel et quotidien, donc c'est peut-être pas exactement comparable, mais il n'empêche, ça donne un ordre de grandeur. Moi, 8 millions, ça me paraît très peu, surtout avec 3 millions d'utilisateurs payants. Donc, du coup, ma question à Jeff, toi qui connais ces questions peut-être un petit peu plus, un petit peu mieux que moi, est-ce qu'il vaut mieux 300 millions d'utilisateurs dont on ne sait pas très bien comment on va les monétiser, mais enfin un peu avec de la pub, mais on ne sait pas trop, ou 3 millions d'utilisateurs payants qui vont faire payer, je ne sais plus, c'est je crois $6 par mois, un truc comme ça, ce qui est quand même considérable. Le premier niveau de paiement, c'est $6 par mois chez Slack. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces chiffres en tant que investisseur, quelqu'un qui connaît un petit peu les aspects financiers de cette industrie ? Tout dépend en fait, comme d'habitude, tout dépend du type de business que tu essaies de construire. Faut se rappeler que Twitter, effectivement, il y a beaucoup d'activités, ils ont des problèmes de monétisation parce que tu vas sur Twitter, mais tu sais pas forcément pourquoi tu y vas, s'il y a l'intention, quel type de pub va fonctionner, etc., etc. Donc je dirais, je préfère être Facebook que d'être Twitter. Mais faut quand même pas exagérer, 3 millions d'utilisateurs journaliers, donc ça veut dire que, parce que bon, comme Slack, c'est un produit de communication de business, a priori, tu es tout le temps sur Slack, d'accord ? Donc Slack, il tourne sur mon ordinateur 24 heures sur 24. Bon, sur mon téléphone, je l'utilise pas forcément autant. Moi, c'est plus un truc avec lequel j'interagis sur mon ordinateur, sauf si j'utilisais les notifications. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu le standard. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que tu as raison. D'un côté, c'est pas énorme. D'un autre côté, c'est incroyable parce qu'ils ont quand même grandi très, très rapidement, sans dépenser véritablement beaucoup d'argent. Tu vois, au niveau marketing, au niveau vente, c'est plutôt du truc naturel parce que il y a un système de bouche à oreille naturel, il y a un système, il y a un network effect, un effet de réseau naturel, puisque nous, on fait en sorte de ramener, par exemple, toutes nos sociétés sur Slack. Donc, on a une centaine de boîtes de notre portefeuille qui sont sur Slack et on utilise Slack pour la communication avec nos fondateurs, nos VP marketing, nos VP, etc., etc. Ouais, donc il y a une diffusion naturelle, quoi. Il y a une diffusion très naturelle et c'est pour ça qu'en fait, c'est devenu, ça grossit aussi vite. Alors la question c'est, parce que c'est populaire et utilisé partout, mais c'est pas un produit super top génial. Bon, je dirais que c'est sûrement le produit pour lequel je paye que je haïs le plus. C'est vrai. Donc, je suis pas un fan de Slack. Je pense que c'est mal branlé. Quand tu commences à avoir 5 ou 6 communautés auxquelles tu participes, l'interface est vraiment mal foutue. Et c'est pas pour autant qu'on va arrêter de l'utiliser, mais je pense qu'ils sont prenables et que quelqu'un qui vient avec une interface bien foutue, plus rapide, etc., peut très bien leur rentrer dans l'art. Donc c'est intéressant de voir aussi bien le niveau de revenu, la rapidité à laquelle ils ont grossi et la valo qu'ils ont, mais qu'ils continuent en gros à dire je vais pas IPO, je vais pas vendre. Et alors que je pense qu'ils ont pas une comment on dit, défensibilité, ça se dit en français ça, défensibilité. Oui, on comprend. Ouais, défensibilité qui soit aussi grosse que ça. Bon, d'un autre côté, pour un produit de business, 8 millions d'utilisateurs, 3 millions d'utilisateurs payants, c'est beaucoup. Oui, d'accord. C'est-à-dire que pour un produit business, c'est pas les mêmes standards que pour un produit grand public, quoi. Non, parce qu'en fait, tu vas regarder en gros l'ARPU, qu'est-ce que tu vas récupérer par utilisateur ? Average revenue per user, donc revenu moyen par utilisateur. Revenu moyen par utilisateur, et c'est pas du tout la même chose quand tu fais du grand public que quand tu fais du professionnel. Oui, c'est sûr. D'accord, donc quand même 8 millions et 3 millions de payants, c'est quelque chose qui est pas négligeable, même quand on pense, oui, c'est pas la même catégorie. C'est spectaculaire, c'est spectaculaire. D'accord. Surtout qu'il n'y a quasiment pas d'effort de vente ou de marketing. Oui, donc ils ont peu de dépenses, quoi, finalement. Ils ont l'infrastructure, mais ça, j'imagine que c'est sur du AWS et voilà. Mais un autre truc qui va être impressionnant, c'est le Galaxy pliable qui, selon les dernières rumeurs, pourrait être lancé dès l'année prochaine. Alors, ça serait un téléphone... On avait parlé la semaine dernière, je crois, d'un téléphone pliable. Là, ça serait un téléphone qui a en fait
3 écrans, et quand on en parlait la semaine dernière, on disait bah oui, mais quand il est fermé, il faut quand même qu'on voit ce qu'il y a sur le téléphone. Et là, il y aurait 3 écrans, donc 2 qui sont côte à côte pour former un grand écran quand il est ouvert, et un autre qui serait au dos du téléphone pour pouvoir l'utiliser quand il est fermé. Donc ça ferait un écran de 3,5 pouces au dos du téléphone pour l'utiliser quand il est fermé, et 2 de 3,5 pouces qui donneraient un écran de 7 pouces quand il est ouvert. Alors 3,5 pouces, c'est un téléphone, c'est le premier iPhone. Vous vous souvenez, c'est le premier format d'iPhone, donc c'est quand même relativement petit, mais si on a besoin de plus, eh ben on pourrait l'ouvrir. Alors c'est des rumeurs, hein, mais vu la qualité des écrans pliables qu'on avait vus chez Samsung, ça fait tout de suite un petit peu rêver. Si le téléphone, comme on le disait la dernière fois, est suffisamment plat et qui n'a pas des bords trop grands, là tout à coup, quand c'est Samsung qui en parle avec ce design avec 3 écrans, je me dis pourquoi pas. J'attends de voir, bien sûr, mais je suis peut-être un petit peu plus séduit que quand c'est un autre constructeur. Ou j'ai un petit peu plus d'espoir, on va dire. Téléphone pliable, oui, non. Vous allez tuer mes rêves. Moi, j'ai pas autant confiance que toi dans Samsung et sa capacité à mettre un nouveau type de produit sur le marché. Ils sont pas très très bons pour parler des usages, mais plus pour faire de l'esbrouf technique. Et du coup, j'ai quand même moins confiance en eux pour ça. Je précise que tu es une utilisatrice d'Android quand même. Hein. On n'est pas dans une guerre de clochers. Alors, pour être complètement transparente, là j'ai un iPhone X. J'ai eu un Nexus 6. J'ai beaucoup aimé Nexus 5. J'ai eu un Nexus 6 que j'ai moins aimé. J'ai eu des tablettes, etc. Mais actuellement, j'ai quand même un iPhone X. D'accord, ok. Donc, mais tu es quand même utilisatrice des deux, on va dire, pour rester, pour se sécuriser un tout petit peu. Il y a des choses que j'adore chez Android et que je déteste chez iOS. D'accord. Bah écoute, tiens, justement, puisqu'on parle de notre haine d'Apple, on dit souvent des choses positives sur Apple, et bien là, il y a un procès qui est en cours, qui essaye de devenir un procès en réunion, parce que les utilisateurs de MacBook Pro et de MacBook sont assez mécontents des claviers papillons. Vous vous souvenez de ces claviers extrêmement plats qui ont été développés pour les derniers MacBook Pro et les nouveaux MacBook d'il y a quelques années. En fait, le problème de ces claviers, c'est assez typique d'Apple, ils sont irréparables. Hyper dur à réparer, genre quand tu as un problème avec le clavier, il faut genre changer la moitié de l'ordinateur entier, donc ça coûte la peau des fesses. Si vous n'êtes plus en garantie, c'est quasiment impossible à réparer. Et l'autre problème, c'est que si vous avez un petit peu de poussière ou un petit morceau de pain ou un truc qui passe sous le clavier, ça bloque une des touches s'il se coince au mauvais endroit du mécanisme, et pour le sortir, vous pourriez regarder les instructions sur le site d'Apple. C'est comment dire, ridicule, on va être gentil, il faut tenir. Et moi j'ai eu le problème avec mon MacBook Pro qui est d'il y a 2 ans je crois, qui est une machine qui m'a coûté très cher, qui est une machine de boulot. Et pour le nettoyer, à un moment, la touche espace était bloquée. Et genre, pendant plusieurs jours, je ne pouvais plus l'utiliser. Et j'ai eu de la chance parce que la poussière a fini par sortir en utilisant du spray, de l'air comprimé, etc. Et en le tenant dans tous les sens, en le secouant, ça a fini par sortir. Donc maintenant, il va bien. Mais sinon, ça aurait été genre, le clavier, il ne faut juste pas le réparer. On peut juste pas vraiment le réparer, il faut tout changer. On peut même pas en fait ouvrir pour virer la poussière. Enfin, je comprends pas comment ils ont conçu leur truc. Enfin, si, je comprends, ils ont fait aussi compact que possible. Mais visiblement, il y a 2 fois plus de pannes sur ces claviers que sur tous les claviers précédents. Donc, j'imagine qu'ils vont avoir une révision, j'espère, de ce produit. Mais voilà, il y a un procès qui est en cours pour ces produits-là. Twitter serait en train de lancer des messages chiffrés pour leurs messages privés. Ça s'appellerait les conversations secrètes. Conversations secrètes sur Twitter. Et donc, il serait l'une de ces dernières sociétés à succomber à la mode des messages chiffrés. On sait que Twitter est utilisé
est souvent utilisé par des gens dans des pays où le besoin de secret est important, des pays où justement les gouvernements ont accès ou essayent d'avoir accès aux informations que Twitter possède. Et là, s'ils mettent en place une messagerie chiffrée à l'intérieur de Twitter, à l'intérieur du produit lui-même, ça leur permettrait de dire ah, désolé, on n'a pas accès aux infos, donc on peut rien vous donner. Donc voilà, terminé. Bon, moi j'attends de savoir quand Twitter mettra en place les stories plutôt, puisque c'est la mode et que tout le monde le fait. Mais oui, bon, Twitter, messagerie chiffrée, je suis presque... Comment dire, je suis presque étonné qu'ils aient mis tellement de temps à y arriver, quoi. Ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ça te paraît étrange aussi. Ça vous paraît étrange à tous les deux. Ouais. Surtout avec toutes les messages chiffrés du genre Telegram, etc., qui ont vraiment décollé. C'est étonnant qu'ils aient mis autant de temps. En fait, c'est le problème de Twitter, c'est qu'ils mettent énormément de temps à réagir sur les nouveaux produits, etc. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de vrai leadership vision. Au niveau produit. Il n'y a pas vraiment de vision produit, mis à part Jack. Et Jack, il a mis temps, etc., etc., etc. On s'est moqué de Twitter suffisamment souvent sur le rendez-vous tech. Et malheureusement, ça fait des années qu'on en parle et ça n'a absolument pas été adressé, quoi. Donc, ouais. Ça n'a pas changé, ouais. Comme on dit en anglais, about fucking time, quoi. Ouais. Oui, en fait, c'est quand ils mettent un truc en place où on se dit ah, et le pire, c'est que souvent, quand ils implémentent un truc, ils l'implémentent... bon, là, c'est relativement simple de faire des messageries chiffrées. Espérons qu'ils le fassent bien, mais c'est pas trop compliqué, c'est une question de choix. Mais pour la plupart des trucs qu'ils implémentent, c'est genre, ah ouais, bon, ça, c'est pas mal foutu, mais enfin, il y a d'autres qui le font mieux. Donc, bref. Canal+ aurait choisi l'Apple TV pour remplacer les décodeurs. Et alors, c'est dans certains cas, on peut choisir si on veut un décodeur ou une Apple TV. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils vous louent l'Apple TV et le prix de la location est décompté du prix de l'abonnement à Canal+. C'est un partenariat un petit peu étonnant qui vient d'être annoncé. Et c'est quand même assez emblématique parce qu'il y avait le décodeur Canal+, moi qui l'ai vu arriver dans les années 80, je vais peut-être parler aux plus âgés d'entre nous. Je ne sais pas si Marion a connu cette époque, mais... Ma grand-mère en a encore un. Désolée, Patrick. Oh, elle m'a tué, là. Oh, Patrick. Pardon. Bon, Patrick, il est fatigué, là. Non, mais j'ai plus de décodeur Canal+ depuis longtemps, mais... Mais bon, oui, donc c'est emblématique, effectivement. Non, mais le fait que toute cette industrie est en train de... Enfin, on est en train de se passer de la télé peu à peu. Enfin, bien sûr, j'exagère, il y a plein de gens dont ta grand-mère, Marion, qui regarde encore la vraie télé, mais il y a énormément de gens. Mais le fait que Canal+ soit désormais diffusé... l'une de leurs options, c'est de donner une Apple TV. C'est plus simple que de faire un décodeur ou que de se battre avec les box des constructeurs. Et surtout que en proposant une Apple TV à leurs abonnés, ils proposent d'autres services directement concurrents avec le leur, de manière hyper accessible. Enfin, quand tu as un appareil de ce type-là, enfin peut-être j'allais dire, quand tu as un appareil de ce type-là, tu vas avoir Netflix, Amazon Prime Video, etc. Ouais, tout ça, ouais. Directement disponible. Mais peut-être que Canal+ se dit, enfin, ne nous leurrons pas, tout le monde a déjà au moins un appareil dans la maison qui va avoir Netflix et tout ça, donc peut-être que ça change pas grand-chose pour eux, je sais pas. Ouais, en fait, tu te positionnes comme un fournisseur de contenu plutôt que comme un fournisseur de service, donc c'est quand même assez énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez intéressant, moi, de leur part, mais justement, je trouve ça assez courageux et intéressant en plus d'avoir choisi l'Apple TV. Plus qu'une autre box ou une box basée sur Android, ou pourquoi spécifiquement l'Apple TV ? Parce que ça en dit long sur aussi l'image de marque qu'ils veulent avoir. Oui, c'est genre, nous, on vous propose des produits Apple. Exactement, non, mais Canal+ a toujours eu un positionnement un peu premium, ne serait-ce que dans la sélection des contenus et des programmes. La sélection Canal+, à l'époque, tu vois, quand je regardais Canal+ quand j'étais petite, c'était quand même connu pour avoir des films d'auteur mélangés avec des films un peu plus grand public, etc. Il y avait quand même une sélection intéressante.
Ouais, je suis curieux de voir ce que ça va faire pour leur image de marque ou pour leur. Moi, j'ai quand même, j'avoue, un petit peu l'impression que c'est une sorte d'abandon, quoi. C'est effectivement bon, ben on n'a plus vraiment les moyens de se battre au niveau du matériel, donc autant ne même plus faire de décodeurs. Et oui, donc on s'associe, c'est un petit peu ce que vous dites tous les deux, on devient un fournisseur de contenu, mais on s'associe avec une marque qui est digne de notre image. Et donc on fait un petit peu reluire notre image du même coup. C'est une Apple TV 4K. Ouais, c'est intéressant. Il y a quelque chose. Ce qui est aussi bizarre, c'est que ça met enfin, c'est pas forcément simple d'utilisation une Apple TV. Enfin, moi, j'arrête pas de dire que c'est le pire produit que Apple ait jamais sorti. J'adore mon Apple TV. Donc, pour des gens comme la grand-mère de Marion, c'est pas évident de changer une boîte qui était toute code où en gros tu mettais le truc, tu le connectais à la télé et puis voilà, avec ta prise Péritel. Alors je sais pas s'ils sont encore avec la prise Péritel, mais c'était relativement facile d'accès, alors que l'Apple TV en tant qu'interface, c'est pas évident. Hein. C'est vrai. Moi, j'ai pas ce souvenir du tout du décodeur. Hein. Pour moi, c'était galère à installer. Ça marchait pas très très bien. Et justement, je trouve que c'est intéressant que Canal+ abandonne cette prise de tête de produits physiques pour se concentrer sur ce qu'ils connaissent et leur cœur de métier, quoi. Je me demande si elles seront préconfigurées, parce que quand même, pour une Apple TV, il faut se créer un compte iTunes pour aller télécharger l'app sur l'Apple Store. Peut-être que l'app MyCanal sera déjà... Oui, c'est ça, oui. Voilà, ouais. Donc effectivement, dans ce sens-là, bon, bah, si tu veux ne brancher ton Apple TV et ne lancer que l'app MyCanal, bah, voilà, c'est déjà fait et t'as pas besoin de te créer un compte Apple. Bon, évidemment, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le feront ou qui en auront déjà un, mais... Bon, donc voilà pour cette petite news. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour Canal+, mais c'est une étape, on va dire. Et c'est avec... peut-être qu'on peut dire... J'ai pas entendu ça, en fait, un fournisseur d'accès aux États-Unis passant par l'Apple TV. Enfin, soit tu es un Hulu ou un Netflix, auquel cas ton soft est partout, soit tu es un Comcast ou un fournisseur d'accès, et à ce moment-là, tu as ta boîte, quoi. C'est pour ça que Canal est dans une situation hyper particulière, parce que ils sont une chaîne qui est devenue un réseau de chaînes, mais qui a qui avait aussi cette situation, qui avait aussi son matériel chez les utilisateurs. Et ailleurs dans le monde, je ne sais pas si ça existe vraiment. Généralement, c'est soit ton fournisseur de service câble ou satellite, qui là forcément a sa box, et là encore, ou alors tu es un service vraiment, une chaîne, et tu n'as pas ta box. Enfin, HBO n'avait jamais eu sa box, par exemple, dans les foyers américains, alors que Canal, oui, ils avaient leur box. Non, mais je pense que c'est pour ça qu'ils évoluent. C'est qu'en fait, pour eux, ce qui les intéresse, c'est pouvoir proposer des contenus et qu'ils, justement, se séparent de cette historique qu'ils ont avec la box. Ouais, donc c'est vrai, ils étaient tellement en avance, en fait, sur leur temps qu'ils avaient besoin de la boîte pour la partie anti-piratage, décodage, machin, etc. Donc, ouais. Et je me demande, du coup, s'ils ont pas... C'est pas aussi un témoignage du fait qu'ils ont raté peut-être une opportunité de transformer leur service en quelque chose de plus... Enfin, je ne sais pas si c'était possible, en fait. Ça aurait été tellement compliqué d'entrer en concurrence avec des géants comme ceux qui fournissent les box aujourd'hui. Enfin, les box, je veux dire, ils n'allaient pas devenir fournisseurs d'accès, ni Apple ou Google. Donc, forcément, c'était... Bon, bref. En tout cas, voilà, Canal et Apple s'amusent bien ensemble. Bon, bah écoutez, c'est la fin de cet épisode. On va donc dire au revoir à Marion et à Jeff, mais on ne va pas manquer de leur demander où on peut les retrouver sur l'Internet. Avant de se quitter, Jeff, peux-tu nous dire où tu es ? C'est tout simple, @Jeff sur Twitter, JEFF. Très facile, merci beaucoup. Et Marion, est-ce que tu peux, en plus du fait de passer le bonjour à ta grand-mère, bien sûr, nous dire où on peut te retrouver sur Internet ? Je lui ferai une spéciale dédicace de ta part. Alors moi, on peut me retrouver sur Twitter à Aisea Design ou sur la chaîne YouTube Nowtech.
Nowtech TV avec notre ami Jérôme, super. Merci beaucoup Marion. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram, c'est NotePatrick absolument partout. Vous pouvez également retrouver cette émission sur frenchspin.fr et sur ce site, vous retrouverez également le rendez-vous jeu qui traite de l'actualité du jeu vidéo. Je suis sûr que vous pourrez trouver des choses intéressantes là-bas aussi. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur iTunes, sur le catalogue, enfin tous les catalogues où vous écoutez les émissions, laissez des commentaires et des étoiles, ça fait toujours plaisir. Et puis quoi d'autre ? Patreon, bien sûr. Si vous voulez soutenir l'émission, il y a une solution, c'est très simple. Vous allez sur Patreon et vous regardez si ça pourrait peut-être vous intéresser. $1 par épisode, c'est déjà beaucoup et ça aide énormément. Et si l'émission vous plaît, peut-être pensez-y. Écoutez, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se donne rendez-vous dans une semaine pour la suite des incroyables aventures du monde de la tech. Merci à tous. Ciao, ciao. 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 Donc Marion, en fait, ce que tu disais, c'est que Canal+ t'a payé pour dire du bien de leurs produits, c'est ça ? Ça va pas jusque-là, non. Mais quand même pas. Mais oui, on partage le même CEO quand même. D'accord. Bon, donc oui, c'est bien ça. C'est pour ça que tu fais de la pub pour les grands-mères, qu'elles aient Canal+, elles aiment bien, tout ça. Je comprends, tout s'explique. Mais oui, je baille, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est 00h30, j'ai un enfant de 3 mois, forcément je ne dors pas beaucoup. Qui est adorable. J'espérais que ça ne s'entende pas. La photo que tu as postée, non, ça s'est tout à fait entendu. Oui. Mais bon, tu remarqueras, on n'a pas fait de réflexion. On s'est pas grillé quand Très même. discrètement, je me demande si les auditeurs seront aussi gentils que vous. Parce que la troisième fois, j'ai failli dire, on t'emmerde là ?